le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. Pourquoi vous vous levez le matin? Tiens, ça c'est une question importante. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aller au travail? Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, à contrario, vous n'avez plus envie d'aller au travail et de vous lever le matin pour rentrer dans votre entreprise? Ça, c'est des questions que vous vous posez, qui vous traversent et qui, de fait, traversent les chefs d'entreprise, les recruteurs, les RH, qui ont parfois des salariés désengagés. On va en parler avec des spécialistes, dans leur domaine respectif d'ailleurs. Jean Maty, qui est avec nous et que je salue, philosophe, consultant associé chez Noetic Biz. Bonjour Arnaud. Et vous venez assez régulièrement dans la rubrique Smart Philo pour nous développer votre concept, vos idées, puis surtout le lien très fort que vous avez avec l'entreprise. Vous voulez rencontrer ces entreprises. Merci d'être là. Puis Samuel Durand, c'est un vrai plaisir de vous revoir, Samuel. Auteur, réalisateur, disruptif, peut-être qu'on peut le dire comme ça. Ouais. Documentaire Working Progress, vous étiez venu nous montrer, présenter quelques extraits dans un débat il y a quelques mois. Et Why Do We Even Work? On va voir l'affiche sortie en mars 2022. Bah, pourquoi on va bosser, hein? Pourquoi on travaille, quoi? Pourquoi on travaille Voilà, pourquoi on y va encore? Parce que cette question, vous la posez. Le premier était consacré aux indépendants, tous ceux qui avaient essayé de sortir un peu du cadre CDI, CDD. Puis le deuxième, là, Samuel, c'est là, vous êtes revenu dans l'entreprise. Ouais, on parle de salariat, on parle d'entreprise de toute taille, dans plein de pays différents, mais c'est un focus où on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on travaille au sein d'une boîte. Et donc, il y a le titre, pourquoi est-ce qu'on travaille, et puis la deuxième question sous-jacente, c'est pourquoi est-ce qu'on rejoint une boîte plutôt qu'une autre. Alors, ça, c'est la question, c'est le préalable de votre doc, c'est-à-dire que quand vous conceptualisez, avant même de mettre votre caméra dans les entreprises, pourquoi vous vous posez, vous, cette question? Pourquoi vous dites, c'est cette question-là qui va nous intéresser? Vous sentiez qu'il y avait un moment de bascule, là? Oui, et même, en fait, c'était une suite un peu logique du premier documentaire. Ce deuxième documentaire, c'est un documentaire, le premier dans lequel on montrait pas mal de façons de travailler qui étaient dites alternatives, qui étaient considérées comme alternatives. Et donc, quand je le montre à des potes qui sont salariés, qui sont dans des entreprises, ils se disent, bah, en fait, c'est hyper chouette, mais moi, je me verrais pas quitter l'entreprise. J'aimerais bien aimer ce que je fais, mais au sein de l'entreprise, parce que le salariat, en fait, ça me va bien. Et je me dis, bah, ok, mais bougez pas. Mais vous pouvez quand même vous éclater dans l'entreprise, dans le salariat. Mais pas dans ce que vous faites là. On va aller voir des boîtes dans lesquelles c'est possible de s'éclater. Et donc, c'était l'idée de se dire, est-ce qu'on peut vraiment s'éclater dans l'entreprise? Oui, on s'en doute. Mais comment? Qu'est-ce qui fait qu'on s'éclate? Qu'est-ce qui fait qu'on aime l'entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'on va se lever le matin pour elle? Qu'est-ce qui fait qu'on va s'y engager? Jean Maty, philosophe, avec, je le dis, une vraie connexion avec le monde de l'entreprise. Juste avant de se plonger dans ce qui peut nous éclater dans l'entreprise pour avoir le verre à moitié plein, parce que beaucoup disent mais c'est fini l'entreprise, il faut être indépendant, ce que vous aviez démontré dans le premier doc. Bah, dans le deuxième, vous dites bah oui et non en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui des salariés veulent plus se lever le matin? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors vous allez me dire il y a le Covid, une série de crises existentielles, ça suffit ça pour répondre à la question ou pas? Moi, je dirais que oui, il y a une ambiance sociétale tellement morose que normalement, quand on travaille, quand on vit en société tout simplement, en fait, on a un horizon désirable. Là, on a de moins en moins d'horizons désirables, de toute façon. Ce qui fait que, en quelque sorte, dans le monde libéral dans lequel on est, de toute façon, c'est au monde privé, quelque part, de réinvestir la question du sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Samuel, mais en fait, c'est le monde privé qui réinvestit, quand même, vous avez dit, Arnaud, tout à l'heure, la raison d'être. Enfin, si ça, c'est pas un sujet de philo, raison d'être, ça veut dire pourquoi on existe, quoi. Ce qui fait que le nom donné aux entreprises qui se lancent, d'ailleurs, dans un mécanisme un peu technique et juridique, qui crée leur raison d'être. Une entreprise à mission. Impact. Donc carrément. Mais un salarié qui ne se lève pas le matin, alors le réveil sonne pas, vous allez me dire c'est une blague et je la mets de côté, mais le salarié dont les RH constatent qu'il est plus motivé, qu'il est désengagé, mais qu'il reste quand même. Quel a été le processus de délitement? Moi, je dirais, alors je ne sais pas ce que Sam va en penser et va témoigner là-dessus, mais moi, mon point, c'est de dire que généralement, quand mes clients me disent ça, je m'aperçois qu'ils ne travaillent plus. C'est-à-dire qu'ils sont en souffrance au travail parce qu'ils ne travaillent plus. Paradoxalement. Donc il y a et ce pour deux raisons. Premièrement, placard bore-out quoi. Ben ouais, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là où on pense qu'ils bossent, en fait ils ont un emploi. Ce qui est bien différent. Ils ont une feuille de paye, ils ont des horaires, mais à l'intérieur c'est vide. Ouais, moi je dirais que travailler, alors je sais pas ce que tu en penses, mais travailler c'est résoudre des problèmes improbables, inédits, par des manières inédites en fait. Et ça, ils le font de moins en moins. Je sais pas ce que tu en penses. C'est une bonne définition, ça effectivement. Samuel. Ouais, il travaille pas, effectivement. Ou alors, souvent, c'est quand même la relation avec un manager qui déplaît. Ou en fait, mais du coup, on revient à l'humain. En fait, c'est plus le travail. C'est la relation humaine qu'on a au travail qui ne plaît plus, qui fait qu'elle est devenue tellement insoutenable qu'on ne veut plus travailler, on veut quitter. Et donc, on se dit, la solution, c'est quoi? C'est d'être indépendant? Non, pas que. C'est aussi une boîte dans laquelle il y a un environnement de travail dans lequel on se sent bien. Donc, vous nous poussez, Samuel, là, je vous challenge, mais finalement, à bien choisir l'entreprise dans laquelle on va démarrer, puisque vous appartenez à cette jeune génération. J'indique, je ne l'ai pas précisé, qu'avec Sophie Strens
Streichenberger, vous avez sorti une BD Oui. qui marche très bien, Working Progress, chez Erol. Donc c'est intéressant, vous avez prolongé votre travail. Vous dites qu'il faut choisir sa boîte, en fait. Il ne faut pas se tromper d'entreprise. On peut s'éclater en entreprise, mais il faut choisir la bonne boîte. Et plus que la boîte, j'irais même plus loin, je dirais il faut choisir l'environnement de travail qui nous correspond. Parce que quand on rejoint une grande entreprise qui a des centaines, même juste des dizaines de milliers de salariés, l'expérience va dépendre énormément du secteur, du département dans lequel on est, et plus encore des gens avec lesquels on va interagir au quotidien, en fait. Donc il faut choisir l'environnement dans lequel on a envie d'être, à mon avis. Et je crois que cet environnement, on a tous les moyens de le trouver. On a tous les moyens de le créer autour de soi aussi, de le fédérer. Et c'est ça qu'on a envie de montrer dans les documentaires et la BD. Mais ce que vous avez montré dans le documentaire, c'est quoi? C'est des salariés qui témoignent aussi de leur joie et de leur bonheur. C'est quoi le profil des salariés que vous avez rencontrés? Ceux qui disent « nous sommes heureux, on est bien dans l'entreprise ». Ah, il y a de tout, il y a de tout. Des techniciens, il y avait des RH, il y avait des gens qui bossaient dans de la finance, dans du partenariat, il y avait de tous les secteurs. On avait des entreprises comme Saint-Gobain, dans l'industrie, on a été voir une usine qui fabrique du verre en fond de l'Angleterre. On a une boîte qui fait du développement web à Porto. On avait un artisan à Chamonix qui fait des skis en bois. On avait Open Classrooms aussi, on avait Ben Jerry's qui font des glaces. Bon, on avait pas mal de boîtes différentes. C'est eux qui font une transformation totale, Ben Jerry's. Il y a tout un travail dans l'entreprise incroyable. Hein. C'est passionnant. Eux, c'est passionnant. L'histoire même de l'entreprise depuis le départ. Racontez-nous en quelques mots, parce que tout le monde ne sait pas ce qui se passe chez Ben Jerry's. Fondé, je ne sais plus, dans les années 70, quelque chose comme ça, par deux gars qui voulaient créer une boîte ensemble. Ils ne savaient pas tellement quoi, mais du coup, les glaces se sont dit que c'était une bonne idée pour créer, parce qu'ils aimaient bien les glaces. Ça, j'adore déjà. Et en fait, dès le départ, ils se sont dit, aujourd'hui, ils se définissent comme étant une entreprise à raison sociale qui fait des glaces, avant d'être une boîte qui fait des glaces qui a une raison sociale. Et ça qui est assez fort, c'est qu'en fait, ils redistribuent énormément, donc ils ont été rachetés par Unilever maintenant, et ils conservent en fait une partie de leur liberté sur la fondation Ben Jerry's, où ils reversent dans tous les cas, peu importe le résultat, un pourcentage de leurs bénéfices pour l'investir dans des actions. Et donc, ils s'investissent énormément aux États-Unis sur la justice sociale, sur l'environnement, sur les réfugiés en Europe, sur un tas de sujets sur lesquels ils apportent à la fois leur savoir-faire, sur de l'argent, du temps, sur ces sujets-là. Et en fait, ils ont envie de s'investir. Et ça, c'est devenu un point hyper clé pour la vente de glace, la consommation, en se disant, un consommateur qui va acheter du Ben Jerry's plutôt que du Häagen-Dazs, il le fait aussi, pas que pour le goût, parce qu'il a le parfum, il a un choix, les actions. un choix de citoyen. Et le deuxième sujet, et ça concerne toutes les boîtes, c'est de se dire, parce que je ne suis pas une boîte qui vend des glaces, c'est pas une mission de vendre des glaces, tu fais pas de l'éducation, tu fais pas de la santé. C'est pas vital, hein. C'est pas vital. Non, on est d'accord. Ça disparaît, c'est pas très grave, hein, il n'y aura pas de glace. Bon. Pas de glace. Mais en revanche, ils s'engagent sur des sujets de société, et donc en ça, ils deviennent une boîte à mission, parce qu'ils sont capables de prendre position sur des sujets qui sont parfois clivants, et des positions qui sont super fortes sur le sujet. Et du coup, là, ils attirent aussi des talents qui se reconnaissent dans ces missions-là. Et c'est l'avantage de se dire, on peut s'engager sur plein de sujets différents chez Ben Jerry's, parce que c'est très malin, si je peux me permettre. C'est très malin. C'est très malin. C'est très malin. Et très malin parce qu'effectivement, derrière ça, ils attirent cette nouvelle génération en recherche de sens. Complètement. Ils se moquent un peu de savoir ce qu'ils vont faire. En l'occurrence, c'est des glaces. Mais ils vont dans une boîte qui a du sens. Exactement. Et là, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Dans le documentaire, il y a une autre citation. C'est celle de Emmanuel Duez, qui dans le documentaire dit « Je ne crois pas tellement à un sursaut éthique worldwide qui fait que toutes les boîtes vont se transformer et se dire en fait ce qu'on faisait ça va pas très bien, c'est pas le monde dans lequel on veut vivre, on se remet en question. C'est plutôt en fait le capitalisme tout simplement qui va faire qu'elles vont se transformer, le fait de se dire on a besoin de vivre et de se développer économiquement, donc un pour vendre nos produits et deux pour continuer à attirer les talents et recruter, on n'aura pas le choix de se transformer et du coup de répondre aux enjeux et de s'engager sur ces sujets. Est-ce que ça c'est un des vecteurs? Oui, complètement. Sujet philosophique d'ailleurs. C'est sujet philosophique, éminemment philosophique, économique, c'est-à-dire mais alors là où je suis d'accord mais en cela ça suffit presque pas de la part d'Emmanuel Duez, c'est de dire quel capitalisme en fait, quel capitalisme pour accompagner ça. Mais sur le constat, je suis complètement d'accord. Il y a tellement plus de transcendance, on croit tellement plus aux grandes idées supérieures qu'encore une fois, c'est les entreprises qui investissent cette question de la raison d'être. Et donc le sens revient à la mode. Enfin, c'est intéressant, on pourrait se demander en philosophe, mais pourquoi, c'est quoi le sens du sens? Oui, pourquoi ce sens prend autant de place? Voilà, c'est ça le sujet. Donc pour moi, il y a deux sujets. C'est en fait la vieille question de la transcendance, comme on disait dans la vieille philosophie, de dire ce en quoi on croit profondément, ça c'est en fait le milieu privé qui investit cette Dieu est mort, vive l'entreprise capitaliste. Eh ben oui. Il y a un peu de ça. Pour parodier Warhol. C'est ça. Oui. Non, parce que Samuel soulève un sujet de fond, c'est comment le capitalisme se régénère ou renaît de ses cendres sur un modèle dont on dit aujourd'hui qu'il est destructeur, qu'il est mauvais pour la planète. On en est là. Et cette jeunesse sortant d'école, j'ai vu là sur LinkedIn une jeune sortant d'une grande école, je crois que c'était HEC, qui a dit qu'immédiatement lorsqu'elle était sortie, elle avait compris le monde dans lequel elle allait entrer. Elle en est sortie tout de suite pour rentrer dans une entreprise développement durable, écologie, bien moins payée, parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas sa place dans le chemin qu'on lui écrivait. Enfin, ça dit quelque chose de très fort, ça, aux philosophes. Moi
comment dire, ces jeunes générations-là, je vois un point fort et un point faible. Un point fort extraordinaire avec cette énergie en fait de réinvention, d'expérimentation. Le point faible, ce serait de jouer aussi le jeu du libéralisme, de l'ultralibéralisme, pardon. Oui, in fine, ça revient à ça, ouais. Qui est de dire, en fait, les ultralibéraux disent quoi ? Ils disent que c'est la fin de l'université elle-même, en fait. C'est la fin des savoirs, tellement les savoirs sont accessibles, etc. En fait, non, c'est une illusion. Les jeunes, on a besoin de leur énergie d'invention. Sam, il en est un parfait exemple, c'est-à-dire une énergie créatrice incroyable. Et disruptive aussi. Et en plus disruptive, donc c'est top. Mais on doit adosser des gens comme ça et des jeunes comme ça à la pensée un peu universitaire, au sens noble. Et pourtant, j'en suis pas un, donc en fait, je le dis très tranquillement. On doit avoir une pensée d'expérimentation et par notre expérimentation, en fait, réinventer un capitalisme. Voilà. Et on a le droit, parce que citoyennement, on a un droit constitutionnel au droit d'expérimentation territoriale. On a le droit de mettre, il faut le savoir, ça quand même, les gens ne le savent pas assez, on a le droit, pour un temps donné, et quand même modulo certaines conditions, voire avec le ministre des Finances, on a le droit de mettre des règles du jeu fiscal, politique, économique, en fait, entre parenthèses, un temps donné pour inventer de nouvelles pratiques. Et en fait, ce que je crains, assez peu utilisé. Hein, trop peu utilisé. En fait, trop peu utilisé. Ouais. En fait, le vrai sujet, c'est des gens comme Samuel devraient vraiment se rapprocher de ces institutions-là. Quelque part, vous nous réenchantez le travail à travers ce deuxième documentaire, parce que même si le titre prend un peu le contre-pied, à l'intérieur du documentaire, on voit des gens engagés, investis, qui vous l'expliquent. Vous avez quand même pointé du doigt quelque chose que je trouve très intéressant et qui est là, qui n'est plus très philosophique autour de la place du capitalisme, qui est véritablement les relations qu'on peut entretenir à l'intérieur d'une entreprise. Et vous l'évoquiez avec son N+1, on l'entend beaucoup. C'est mon N+1 qui bloque, je vais me barrer. C'est quelque chose qui revient très souvent. Comment les entreprises et ceux que vous avez rencontrés ont résolu ce problème ? Parce que cette question-là, elle est posée. On dit même que le manager ne sait plus où il habite, qu'il ne sait plus où il trouve sa place, il ne sait pas s'il doit être autoritaire, directif, lâché. C'est ça, cette question aussi qui est posée à l'entreprise aujourd'hui. Il y en a deux sujets. Le premier, celui qui est abordé, c'est cet environnement de travail, de se dire qu'on veut un environnement de travail dans lequel on s'éclate. Et le slogan de Ben & Jerry's, c'était « If it's not fun, why do it ?» Tu remets même en question le principe même du travail s'il n'est pas associé à une forme de plaisir. Je fais juste une petite pause. Enfin, pour le vieux patronat français, entendre ça, c'est ils sont rouges de colère. Enfin, je veux dire, est-ce que le travail doit être associé au bonheur ? Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Non, mais pour aller au bout de l'histoire. C'est une très bonne question et philo pour le coup. Ouais. Elle est assez philo. Et il y a une deuxième question, et elle est philo, mais elle est très entreprise aussi. Et en fait, elle est est-ce que je suis payé pour être là ou est-ce que je suis payé pour faire ? Essentiel. Et ça, c'est quand même une vraie question. Et donc, on a été voir une boîte à Porto qui s'appelle Mindjira, et eux, ils se sont dit on va enlever les managers. Et donc, ils ont 1000 personnes, ça fait 7 ans, ils sont en forte croissance, ils n'ont pas de manager. En fait, ils sont des chefs de projet. C'est-à-dire qu'ils ont des personnes qui orchestre, qui organise, et il y a des personnes qui sont là pour aider s'il y a besoin. Mais toutes les fonctions de contrôle, en fait, le mauvais management dont on veut se débarrasser, ça, contrôle. Ils l'ont mis dehors. Et en fait, ils gagnent du temps, et les gens sont beaucoup plus libres. Et pour montrer à quel point ils vont super loin dans la démarche, et ça, j'ai trouvé que c'était fascinant, pour recréer de l'autonomie, justement, et engager chacun. Quand on est recruté dans cette boîte-là, les premiers mois, premiers 1 ou 2 mois, on nous dit, voilà, t'es recruté au RH, va voir ce qui se passe dans les différents projets, apporte ton regard neuf et aide-nous à y voir un peu plus clair. Et puis toi, comme ça, d'ici 2 mois, tu vas nous dire qu'est-ce que tu veux faire. Tu vas note d'étonnement aussi. Note d'étonnement. Voilà. Et tu crées ta propre fiche de poste, en fait. Tu crées ton propre rôle au sein d'un scope donné. Et ça, c'est fascinant parce que du coup, la personne va naturellement se diriger vers ce qu'elle a envie de faire. Elle n'est pas étriquée dans un truc. Et non, elle choisit ce qu'elle va faire. Elle va naturellement se diriger vers ce qu'elle a envie de faire, et 2, ce dont l'entreprise a besoin parce qu'elle a son regard neuf, du coup. Et ça, c'est génial. Et donc là, on a un niveau d'autonomie qui est hyper élevé. Jean-Baptiste, juste, on parlera de l'international, mais en France, parce que vos entreprises sont principalement françaises. Je vois ce que dit Samuel, c'est-à-dire que je vois... un choc quand même là. Alors, c'est un très... Alors, nous, notre boulot, c'est d'accompagner ce choc-là. Choc thermique, hein. Et c'est un sacré choc thermique. En fait, il y a deux termes en fait, qui viennent un peu des anglo-saxons, même des Américains. C'est de dire, il y a le servant leadership, c'est-à-dire l'idée que le manager, en fait, il se met au service de ses salariés. Alors, quand on dit ça en France, on a bien peur. Mais moi, je dis souvent à mes clients, écoutez, on va être le manager, il est au service de ses clients, comme les parents sont au service de ses enfants, c'est-à-dire il y a un cadre quand même. C'est pas parce que je suis. Oui, il y a un cadre toujours. C'est pas parce que je suis à ton service qu'en fait je ne mets pas de cadre, parce qu'on sait ce que c'est les enfants qui on laisse pas de cadre. Les enfants tyrans. Les enfants tyrans. Et je crois que comment dire. Et la deuxième donnée, c'est que non seulement c'est du servant leadership, mais ça vient re-questionner la subsidiarité, comme tu viens de dire. Mais là, ça, c'est un vieux mot en fait, Arnaud. La subsidiarité, quoi. Très vieux mot. C'est même un truc qui vient de l'Église catholique. Donc en fait, on se calme, quoi. C'est hyper vieux. Et très utilisé quand on parle de l'Europe. Eh ben ouais. Alors la subsidiarité, c'est quoi normalement? C'est ceux qui sont en front devant le client qui prennent la décision. Mais ça, c'est un truc qui a, je sais pas combien de milliers d'années en fait, quasiment, Arnaud. Mais le débat des managers, ça, c'est l'exemple de Porto, qui est un exemple emblématique. Mais j'imagine qu'il y avait d'autres exemples où
où la personne vous dit, mais je me suis senti en confiance, j'ai eu de la bienveillance, j'ai eu un accompagnement, enfin bref, j'ai eu un regard tout simplement, ou une écoute qui fait qu'on s'engage. Il y a beaucoup de salariés aujourd'hui, sans évoquer ceux qui sont en burn-out, Bien sûr. qui vont au travail en traînant des pieds, quoi. Oui, il y a plein de boîtes qui sont pas prêtes à se débarrasser des managers comme ils l'ont fait à Porto. Et d'ailleurs, c'est pas à Porto, ils ont supprimé les managers partout dans Porto. Hein. C'est cette boîte-là en particulier qui Non, mais pourrait exister ailleurs. j'entends bien. Mais il y a plein de boîtes. Il reste des managers à Porto, vous me Il rassurez, reste quelques quand même. managers. Il y a des managers à Porto. Si vous allez à Porto, il n'y a plus de managers. Hein, c'est ça. Non, mais en revanche, on peut avoir des managers et avoir une vraie relation franche, sincère, d'être sans retenue, presque amicale. Et du coup, Ça, c'est important. pas une relation. Du coup, pas dire c'est moi N plus 1, mais donner un prénom à ce N plus 1 en fait. Et c'est pas et que ce N plus 1 laisse l'autonomie que cette personne-là et on ait des vraies relations humaines et personnelles avant qu'elles soient professionnelles. Juste un détail sur le salaire, parce que nous, en France, vous avez vu qu'en France et en Europe, hein, pour être très honnête, il y a un débat sur le pouvoir d'achat, l'inflation progresse, et que finalement, le débat du sens que l'on a et qui est passionnant, peut-être va se retrouver relégué sur des questions très négociations salariales. Le salaire, cette question, elle est évoquée. Comment ça se passe? Comment c'est vécu? Le salaire, il compte quand même. On ne vient pas au travail gratuitement. Non, bien sûr, le salaire compte, le salaire. Mais en fait, il y a plein de boîtes qui payent les salaires maintenant. La question, c'est laquelle je vais rejoindre. Mais évidemment, le salaire, c'est primordial. En revanche, je trouve que le salaire n'est pas suffisamment bon pour déterminer ce qui est du travail ou ce qui n'est pas du travail. Parce que il y a plein de trucs que je fais dans ma vie où je ne sais pas si c'est du travail ou si c'est du travail. Je m'éclate tellement dans des trucs, je me dis, je suis payé pour ça, c'est quand même dingue. Et à côté de ça, en revanche, il y a plein de trucs que je fais qui sont des tâches qui me coûtent, qui sont de ma vie perso, qui ne sont pas Sont un travail. qui sont un travail, mais qui ne sont pas payés. Et je les vis comme une vraie souffrance, comme un travail. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est le travail? Je pense que le salaire n'est pas l'indicateur, la seule clé pour arriver à le lire. Sachant que ça, c'est un thème philo, ça aussi. Qu'est-ce que le travail? En philo, on parle d'individuation contre l'individualisme. L'individuation, c'est de dire qu'en fait, Arnaud, Sam et Jean ne sont pas finis. Ne sont pas finis à tel point que même quand ils naissent, on est inachevé, on est non achevé. D'ailleurs, mon associé me dit souvent que je ne suis pas fini. Ça, c'est un autre sujet. Ça, je l'ai entendu dire. Voilà, ça, Arnaud me l'a dit aussi. Bon, bref, je passe. Et donc, quand on est non inachevé, on a à se parachever en permanence en savoir-être et savoir-faire. Donc, ça revient à la formation pour le réimplément. Eh ben oui. On est d'accord. Et ça, c'est de l'individuation. Ce qui fait que, d'un point de vue philo, ce que je constate, en fait, empiriquement chez mes clients, c'est que le salaire est important, mais pas essentiel, puisque grosso modo, c'est ici et là les mêmes salaires. Quand ici et là, c'est les mêmes salaires, en tout cas, ce qui devient primordial, c'est l'individuation, c'est-à-dire est-ce que j'apprends des trucs là où je suis? En fait, c'est que ça suffit plus le salaire. C'est qu'on veut le salaire, évidemment. C'est ça. Il y a besoin, parce qu'on vit dans une société dans laquelle il faut bien vivre. Hein, le loyer, tu le payes bien avec le salaire. En revanche, ça suffit pas. Nécessaire mais pas suffisant le salaire. Est-ce que vous êtes allé, vous, parce que j'imagine que dans le cheminement que vous avez entre Working Progress et le suivant, We Even Work, le dernier, vous allez continuer ce cheminement, je dirais, dans les méandres du monde du travail. Est-ce que c'est la fin du travail? Vous savez, il y a eu comme ça de grandes théories. On a dit que c'est la fin de l'histoire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, pénurie de main-d'œuvre, des salariés qui ne veulent plus aller travailler ou qui n'ont plus envie d'y aller, est-ce qu'on est à la fin du travail? Non, à tel point que je réfléchis même à appeler mon prochain documentaire Time to Work. Il est l'heure d'aller bosser, quoi. Plutôt, tout est le travail. Et je pense qu'il faut proposer, et ça sera après l'objet de ce troisième documentaire, de proposer une nouvelle définition de ce que c'est le travail. Et de se dire que proposer une vision positive du travail, dans laquelle non seulement on gagne de l'argent, non seulement on passe des bons moments, mais en plus on a cette notion d'apprentissage, de reconnaissance sociale. Il y a tellement plus, en fait, le travail apporte tellement plus que juste le salaire à la fin du mois. Et pourtant, c'est ce qu'on voit. On voit juste la fiche de paye et on voit le trajet. Ce qui est visible, en fait, c'est ça. C'est la fatigue qu'on a à la fin de la journée, c'est le temps qu'on a passé dans le transport, c'est le salaire qui arrive à la fin du mois sur le compte en banque, qui remplit, qui fait qu'on peut le dépenser pour autre chose et on recommence. Mais on voit pas tout ce que ça apporte. On l'oublie, en fait, le lien social que ça apporte, l'apprentissage. Au moment où je suis rentré, où je suis sorti du projet, tout ce que j'ai appris, la reconnaissance aussi que j'ai eue, et après parfois d'autres choses beaucoup plus futiles, mais des avantages qui sont liés à l'entreprise dans laquelle je bosse et qui peuvent avoir beaucoup de sens en fait pour soi. Tout ça. Ceux qui nous regardent doivent se dire, bon, c'est le monde merveilleux après tout, parce que vous êtes dans un domaine où vous êtes heureux, vous vous épanouissez, vous tournez des films, vous faites le tour du monde avec votre caméra, vos films sont géniaux. Il n'y a qu'un Samuel Durand. Moi, je pense à ceux qui sont sur des sites, je ne citerai pas de nom, mais des grandes marques de logistique, à trier des colis, à les mettre dans des camions, à les pousser sur des chariots, à ces métiers non qualifiés, un peu méprisés au fond. Ouais. Comment on réinvente tout ça? Comment une entreprise redonne du sens à tout cela? Alors qu'à l'origine, la personne le fait sans y mettre de sens.
c'est extrêmement compliqué pour ce type de métiers qui sont a priori normalement censés être temporaires. En tout cas, c'est pas des trucs qu'on fait toute une vie. Et en C'est fait, vrai. le seul truc qu'on pourrait dire, c'est arriver à finir par être en lien avec le sens. Donc en fait, être frontal quand tu es dans le back-office, effectivement, quand tu gères, se rappeler quelle est la mission de l'entreprise. Mais c'est pas toujours évident. C'est des métiers qui sont pas censés être des choses qu'on fait toute une vie. Ouais. C'est passager à un moment donné pour accompagner. En revanche, il y a plein de métiers sans être aussi difficiles, aussi répétitifs, avec une pénibilité qui est reconnue. Il y a plein de métiers avec des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font et qui pour autant auraient toutes les clés pour s'éclater. Ouais. Et c'est ces gens-là surtout que j'ai envie de toucher à travers ces documentaires. Oui, c'est ça. C'est les réenchanter, quoi. Leur dire, mais je reviens à ce que vous disiez. Hein. Regarde quand même un peu ce que tu as fait dans ta journée ou dans la semaine. Regarde malgré tout la densité de ce que tu as vécu, même si tu as eu 1h30 de trajet. Enfin, c'est ça que vous nous dites, en fait, Samuel. Hein. Oui, c'est ça. Regarde un peu ce que tu fais, ce que tu vis, finalement. Ouais, et profiter autant du processus que du résultat final aussi. Ouais, parce qu'on a bien sûr. tendance à tellement tout enchaîner. Le troisième documentaire va explorer notre rapport au temps. Et rapport au temps, on a tendance à tout enchaîner. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et ça s'arrête jamais. Et prendre le temps. Et ça, c'est un artisan dans le documentaire à Chamonix qui fait des skis en bois, Ouais, des je vois pièces très bien cette marque. uniques. Ils sont magnifiques. C'est sublime. Absolument. Et en fait, il met un soin. Et quand il fait chaque paire de skis, il pense à la façon dont la personne qui va skier va l'utiliser. Et c'est à ça qu'il pense au moment où il est en train de poncer, en train de gratter sur sa paire de ski. Le retour au geste aussi, c'est intéressant. Le retour à la main, différencier la tête et la main aussi. Et ça, pour le coup, il met un soin extrême. Donc, il prend autant le plaisir dans le résultat final au moment où il va donner la paire de ski, le gars va l'utiliser pour skier, qu'au moment où il l'a créé. Et ça, c'est passionnant, je pense. Et dans tous les métiers, typiquement, quand on bosse sur un Excel, quand on bosse, même le fait de rédiger un email, est-ce que c'est, OK, j'ai 15 mails à traiter, il faut que je m'en débarrasse, après je peux faire autre chose, ou est-ce que, en fait, je suis content, j'ouvre mon email, je réfléchis à la personne qui va le lire, Ouais. comment je peux l'écrire de façon sympa. Je fais une bascule avec Jean, c'est ce que nous dit Samuel, c'est vivez votre présent. C'est-à-dire, Oui. même un mail dont on dit, j'en ai plein, faut le vivre avec intensité, quoi. Enfin, je sais pas, Complètement. ça. c'est ça que nous dit Samuel. Et ça, le philosophe, ça le touche directement. Ouais, bien sûr. Soit bien dans sûr. ton présent. Bien sûr, évidemment. Saint-Augustin disait il n'y a que le présent qui existe. Alors on lui dit ouais, tu déconnes à fond parce qu'en fait il y a le passé, il y a l'avenir. Il disait ouais mais en fait le passé il existe quand? Il existe ici et maintenant quand tu t'en souviens. L'avenir il existe quand? Ici et maintenant quand tu penses à demain. Donc en fait il n'y a que du présent. Donc ça et non seulement Saint-Augustin mais avant lui les stoïciens disaient ce principe de relecture de ta journée. C'est essentiel, Le rapport d'étonnement, c'est juste ce qu'il y a de plus... Faire un point de fin de journée, quoi. Ouais. C'est essentiel de le faire, Exactement. Et néanmoins, sur la question de tout à l'heure, Arnaud, non seulement je suis d'accord avec ça. ça. Fin du travail ou pas? C'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est la fin d'un travail. Parce qu'il y a non seulement les crises qu'on est en train de vivre, que nous sommes en train de vivre, mais il y a aussi la montée de l'intelligence artificielle. Donc, il y a l'urgence de repenser un capitalisme. Et en fait... Oui, on en revient quand même. On en revient à ça. Il faudra inventer, non pas un capitalisme, mais il faudra pratiquer des nouvelles choses. Et là, il y a tout un tas de pistes qui existent, dont l'économie pollen, dans laquelle moi je réfléchis. Mais en fait, on va pratiquer des trucs, on va expérimenter des trucs et on va inventer à partir des expérimentations. Comme c'est pas encore connu mondialement, l'économie pollen, c'est quoi? L'économie pollen, c'est les vieilles idées. Ça aussi, le patronat français va hérisser le poil dès que je vais prononcer ce mot. Arnaud, vous êtes peur? Revenu universel. Voilà, sous condition, pas sous condition, etc. Un truc qui a été ouvert par les libéraux eux-mêmes. Tout à fait, ça vient des libéraux. Donc voilà, donc on se hérisse un petit peu oui, moins. c'est pas un débat d'extrême gauche, faut le préciser. Voilà, et cette question-là, elle va revenir sur le devant de la scène, c'est une évidence, et il va falloir aller non seulement là-dedans, mais aller rapidement et plus loin là-dedans. Un mot avant de nous quitter, il nous reste un petit peu de temps, mais cette question, elle est fondamentale. Et j'aimerais savoir ce que vous ont dit et quels étaient les parcours de ceux que vous avez interviewés. Parce que j'aimerais qu'on revienne à la formation. On parle du capitalisme, de sa structure, de la manière dont il s'organise ou qu'il va se transformer, mais on a aujourd'hui aussi un débat sur l'éducation, sur la qualité de l'éducation, sur la formation reçue initiale. Et parfois, il y a un énorme fossé entre ce que recherche un chef d'entreprise et ce qu'apporte ou peut apporter un jeune collaborateur. Peut-être que je fais un peu vieux jeu en vous posant ma question, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit et quel était le parcours de ces personnes interviewées, heureuses de travailler? Hyper varié. Il y a des personnes, typiquement chez Saint-Gobain dans l'industrie, qui ont fait que l'industrie toute leur vie et qui ne se verraient pas faire autre chose avant et après. Mais formés quand même, qui ont une technique. Parce formés que ça à un demande... moment donné, bien sûr, oui, c'est clair. Après, une personne, je me rappelle du témoignage, c'est touchant, de Roxana, qui travaille chez Open Classroom aujourd'hui, qui a fait ses études en Roumanie, qui a été étudiée loin de ses parents, parce que là où elle était en Roumanie, il n'y avait pas de possibilité, et qui du coup, aujourd'hui,
se dit, mais moi je travaillerai dans l'éducation toute ma vie, c'est sûr, parce que j'ai vu à quel point c'était primordial d'avoir un accès à une éducation quand on n'est pas dans une région dans laquelle c'est possible. Et donc des parcours ultra variés. L'artisan à Chamonix, lui, avait fait des études et a tout lâché pour aller faire des skis en bois, alors qu'il ne connaissait rien au bois, à la menuiserie. Il faisait un petit peu de céramique avant, c'est tout. C'était le seul lien qu'il avait avec l'artisanat. C'est des gens qui se réinventent aussi. Mais ouais, mais tout ça pour dire qu'en fait, on n'a pas tellement de. C'est pas lié à ce qu'on a appris. On peut faire à peu près n'importe quoi comme étude et faire autre chose. Jamais j'aurais imaginé faire des BD, des documentaires avec des prépas école de commerce. C'est quelque chose de large, donc tu peux faire n'importe quoi après une école de Vous êtes commerce. un rebelle, vous, Samuel. Non, mais il y a quand même Oui. cette idée chez vous aussi de marcher comme ça sur des chemins de traverse, Oui. de nous éclairer sur autre chose que sur l'espèce de quotidien de l'entreprise qui parfois peut être agréable. L'employabilité, c'est un gros mot pour vous parce que cette question, elle est posée aux entreprises C'est vrai. et de fait aux salariés. Ils entendent dans des réunions RH, nous allons travailler sur votre employabilité, ce qui peut objectivement, quand on est un citoyen, on peut être choqué par ce mot. Et pourtant, ce mot, il est fondamental. Ouais, moi, je pense que plus on bosse à leur employabilité, plus c'est sécurisant pour eux, en fait. Comme je dis à mes salariés, moi, en tout cas, je leur dis, je vous aime au point de vous perdre, en fait, et je fais tout pour que vous puissiez partir de manière indépendante. En fait, je raisonne comme ça, donc je vous donne tout. Vous pouvez tout apprendre de ce que j'ai fait avant. Enfin, c'est plutôt ça. Ce qui n'est pas le réflexe des entreprises en général, parce que plus on forme quelqu'un, plus on a peur qu'il s'en aille. Hein. Et non, c'est exactement l'inverse qu'il faut se dire. C'est-à-dire que plus elle apprend. Alors, je reviens à ce gros mot de philo, hein, l'individuation. Retenez bien l'individuation, hein, Arnaud. L'individuation plutôt que l'individualisme, c'est-à-dire on apprend en permanence à devenir quelqu'un d'autre, sans se compromettre, bien entendu, sans devenir totalement quelqu'un d'autre structurellement. Ça, c'est une autre question. C'est même une question psy. Non, mais là, c'est sur la partie professionnelle. La partie pro, on apprend à vivre dans un monde hybride. J'ai une consoeur, Gabrielle Alperne, qui bosse sur l'hybridation, en fait. Ses travaux sont vraiment à suivre. Je ne sais pas si tu connais ça, mais on est des êtres hybrides et ça se sait de plus en plus et ça se vit de plus en plus comme ça. Et d'ailleurs, on l'est concrètement par les organisations hebdomadaires. Hein. Complet. 3 jours au travail, 2 jours en télétravail. Typiquement. La question du télétravail, elle traverse comment les salariés que vous rencontrez et les organisations de travail? Parce que le panorama européen que vous nous faites à travers vos documentaires et mondiaux, parce que vous n'allez pas qu'en Europe, on se situe où la France? Parce que quand vous êtes français, donc vous avez quand même le spectre de votre éducation, vous dites, on se situe bien ou la France, elle a un peu de retard? Un peu de retard, toujours, un peu de retard. En fait, on est dans une phase, mais c'est pas tellement lié à la France, hein, c'est plutôt lié, si, il y a un peu de France quand même. Mais en fait, Vous êtes chauvin, mais on est accroché si, au drapeau, quoi. En fait, ce qui se passe, j'ai l'impression que là, on est dans une période dans laquelle on a du présentéisme, où en fait, on a recréé le présentéisme, mais à distance. On se dit, c'est 2 jours ou c'est 3 jours, mais c'est dogmatique et c'est à l'échelle de beaucoup trop de gens pour prendre la décision. Et ce qu'il faudrait faire, c'est aller vers une complète libéralisation, libération du travail, en se disant, il y a ce cadre dans lequel... Voilà quels sont les temps forts dans lesquels on se réunit, voilà les moments clés pour l'entreprise dans lesquels il faut... On y va quand même, j'ai l'impression qu'il y a des boîtes qui vont sur ce chemin-là. Il y en a quelques-unes, mais... Créer des espaces de rencontre, ok. Oui, complètement. Obligatoire, parce qu'il faut garder ce lien, puis le reste... mais les jours sont encore imposés, il y a quand même des jours qui sont encore imposés. Et ça, c'est un problème, je pense. Du coup, on n'est qu'une des étapes, la vraie hybridation qu'on aura plus tard, c'est de se dire, voilà le cadre, et puis au sein de ce cadre, tu peux choisir maintenant, toi, comment tu veux t'organiser. Et tu peux venir tous les jours ou pas. Un mot, parce que, évidemment, ce sujet est protéiforme, parce qu'on y rentre par 1000 portes, mais il y a aussi les temps de transport, le lieu de vie, puisqu'on parle beaucoup comme ça. Ceux que vous rencontrez, leur épanouissement, il est lié aussi à cette espèce de lieu de vie, parce que certains peinent, mettre 2 heures... 2h30 à... Ah oui, 2 heures, pour le coup, faire 2 heures de trajet le matin, 2 heures le soir, ça a un peu de sens pour tout le monde. Après, il y a des personnes pour lesquelles, typiquement, dans l'industrie, on est dans des endroits dans lesquels il faut être proche de... Enfin, c'est des endroits qui ne sont pas des grandes villes, c'est des périphéries, c'est des milieux ruraux, souvent. Et typiquement, c'est pas une conversation qu'on avait. Enfin, c'était même pas un sujet quand on a abordé le sujet du temps de travail. Oui, de toute façon, tu fais du trajet pour aller à l'usine, c'est obligé. Ça, c'est vrai. Pas dans le sens. Bon. C'est vrai en province. Et il y avait une question de télétravail de toute façon. Et du coup, le sens du travail vient pas de là du tout, parce qu'on le retrouve différemment, et tu le sais quand tu signes là-dedans. Par contre, il n'y a aucun retour en arrière possible pour toutes celles et ceux qui l'ont découvert le télétravail maintenant. Évidemment que ça va rester, qu'on va le développer plus largement et que c'est un vrai sujet de négociation dès le départ quand tu prends un job. Avant, tu demandais le salaire et maintenant, tu demandes le salaire et la politique télétravail. Télétravail et aussi parfois d'autres éléments d'accompagnement, juste la qualité de vie au travail, parce que c'est de ça dont vous parlez finalement, qui est devenu un acronyme central dans toutes les discussions.
Ça, c'est intéressant, ça avance quand même, ça bouge. On avance bien, carrément, heureusement. Mais c'est un tout, en fait. Ça prend en compte à la fois l'environnement de travail, la relation avec les managers et les autres personnes, pas que les managers, mais C'est vrai. les parties prenantes avec lesquelles on interagit toute la journée. Et ça prend en compte aussi la dimension, est-ce que je suis capable de... ma qualité de vie au travail, elle va dépendre aussi de est-ce que je suis capable de mesurer l'impact de ce que je fais sur le projet dans sa totalité, sur l'entreprise en elle-même. Ça, c'est l'enjeu de la démotivation, hein. On ne sait pas Oui. ce qu'on fait. On ne sait pas à quoi ça J'ai sert. fait un dossier, je ne sais même pas où il est parti, puis ce Ouais. projet il a disparu dans les limbes, et puis finalement ça sert à rien. Et c'est le retour aux valeurs de l'artisanat. C'est de voir très concrètement mon coup de marteau, je sais quel clou j'enfonce et à quoi il sert ce clou, quoi. Le retour à la main, ne pas toujours être devant un écran. Ça, c'est un autre sujet qui doit interpeller le philosophe. Why Do We Even Work, sorti en mars 2022 sur toutes les plateformes. Puis je pense que le précédent, Working Progress, doit être aussi Toujours visionnable, toujours sur les sur la plateformes. même plateforme. Merci Samuel Durand. Vous voyez un jour devenir salarié en CDI ou pas? Peut-être, on ne sait jamais, pourquoi pas. Peut-être. À la vitesse à laquelle le salarié évolue, on peut s'éclater dans le salariat. J'ai découvert avec ce documentaire, pourquoi pas. Samuel Durand n'exclut pas un jour d'intégrer en CDI. On le note, on prend note. Et costume, cravate, évidemment, de manière un petit peu rigide, ça va sans dire. Merci Samuel d'être venu nous rendre visite. Et puis cette BD sortie chez Erol, elle est toujours évidemment en librairie, avec votre illustratrice Sophie Strenchen-Berger. Vous étiez en photo dans le Figaro d'ailleurs, pour faire un peu de publicité. Un beau papier dans le Figaro. Merci à Jean Maty, philosophe consultant associé chez Noetic Bees, avec la stratégie du pollen. C'est ça, C'est ça? l'économie polaire. Et tous ces mots de vocabulaire que vous nous avez appris pendant ces 25 minutes de débat passionnant. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Un festival pour recruter, c'est nouveau et on en parle.